Conférence que va nous faire Monsieur François Bidard. Il travaille à l'Institut Curie sur la valeur pronostique des cellules circulantes. On avait déjà évoqué un petit peu le problème avec l'anapathe du ganglion sentinelle. Et donc on va voir quelle est la valeur de ces cellules circulantes. 30 minutes. Bon, 30 minutes, ok. Il y aura des questions après puisque je n'ai... Bon, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, moi je ne suis pas chirurgien, je suis oncologue médical, je travaille à l'Institut Curie sur mon temps de recherche, donc je participe aux travaux des laboratoires des biomarqueurs tumoraux circulants, donc les cellules tumorales circulantes principalement et l'ADN tumoral circulant un peu plus récemment. Ces deux objets finalement circulants, deux biomarqueurs circulants qu'on ne peut bien comprendre qu'après avoir compris quelques bases de techniques de détection. Donc ça, c'est rapidement les détections d'ADN tumoral circulant, finalement. Vous voyez, le sang doit être prélevé de manière assez fraîche, centrifugé rapidement, et l'ADN tumoral circulant va se situer dans cette fraction du tube de plasma qui peut être congelé et analysé ultérieurement. On peut extraire l'ADN tumoral circulant par des kits commerciaux, et ensuite partir à la recherche de parmi cet ADN circulant, des fragments d'ADN qui proviennent de la tumeur. Et on va pouvoir les différencier, l'ADN normal circulant qui provient des cellules normales du corps qui meurent, de l'ADN tumoral circulant, par la présence sur cet ADN d'altérations qui sont propres au cancer et qui peuvent être des mutations ponctuelles, des réarrangements au niveau génétique, mais aussi, par exemple, des modifications épigénétiques de type méthylation. Il faut comprendre donc que cet ADN tumoral circulant, il est dilué dans l'ADN normal circulant. Et en fonction de la fraction représentée par l'ADN tumoral circulant, vous pouvez utiliser différentes techniques de détection, sachant que les techniques standards de séquençage, c'est-à-dire le Sanger ou la PCR en temps réel, ont du mal à descendre en dessous de 10% de fréquence allélique et donc ne peuvent finalement détecter l'ADN tumoral circulant que chez les patients qui ont une très forte masse tumorale, qui vont correspondre à des patients qui ont généralement une masse métastatique très importante. Pour la plupart des patients, et notamment pour toutes les applications chirurgicales, pré-chirurgicales ou post-chirurgicales, on s'adresse à des maladies tumorales beaucoup plus limitées en volume, et donc il faut utiliser des techniques qui sont en standard, la digital PCR, et si l'on veut s'intéresser à des séquences plus longues d'ADN, faire appel à des techniques de NGS avec un pipeline bioinformatique modifié. À partir de là, ces techniques sont censées donner une approche quantitative donc, de l'ADN tumoral circulant. Les cellules tumorales circulantes, elles vont se retrouver dans le Buffy coat avec les cellules mononucléées du sang. Et donc pour les sélectionner, c'est des cellules qui sont très rares elles aussi, c'est-à-dire que c'est facilement une sur plusieurs centaines de millions de cellules blanches. Et donc on doit d'abord, pour les séparer, très souvent faire une étape de sélection qui peut être soit sélectionner positivement les cellules épithéliales qui expriment EpCAM+, soit sélectionner négativement les leucocytes en déplétant les cellules CD45-. À partir de là, la détection d'autres techniques type de filtres peuvent aussi être utilisées. Typiquement, le filtre à café, ça marche bien. Les cellules tumorales sont pour leur majeure partie donc plus grosses que les cellules blanches du sang et donc peuvent être retenues sur des filtres vraiment standards. Après la détection, vu qu'il reste toujours des cellules, des leucocytes, quelle que soit la technique d'enrichissement qui a été utilisée, vous avez des techniques de détection qui peuvent reposer sur de l'imagerie. C'est les techniques les plus fréquemment utilisées, que marquage par cytokératine, DAPI pour voir s'il y a un noyau et vérifier qu'il n'y a pas de marquage CD45. À partir de là, donc, on va pouvoir les compter aussi, et de très nombreuses plateformes existent pour les détections des CTC. Alors ça, c'est une sorte de schéma finalement récurrent de tout ce que l'on peut envisager de faire avec les biomarqueurs tumoraux circulants, que ce soit l'ADN ou les cellules tumorales circulantes, depuis les premières, finalement, l'apparition du cancer avec le screening, le diagnostic, éventuellement les traitements néoadjuvants, la chirurgie qui est censée faire diminuer la masse tumorale de manière drastique, voire complète, de manière la plus heureuse, et éventuellement, décidément, chez les patients qui vont rechuter, détecter de manière précoce la rechute,
surveiller la réponse aux traitements systémiques qui vont être mis en place, et éventuellement, ce qui est intéressant dans l'oncologie médicale, c'est toute la détection des clones résistants, mais que je n'aborderai pas là. Alors, l'idée n'était pas de vous faire un cours exhaustif qui prendrait beaucoup de temps, serait un peu fastidieux pour vous et pour moi. J'ai choisi 3 résultats qui ont été obtenus par le laboratoire, qui peuvent illustrer la thématique proposée, qui est l'impact pronostic des biomarqueurs tumoraux circulants, au cours des 6 derniers mois, et aucun de ces résultats n'est encore publié. Ils ont été présentés en congrès. Donc, impact pronostic des cellules tumorales circulantes dans le cancer localisé. Donc, pour ça, c'est une étude que j'ai rapportée au congrès de San Antonio cette année. C'était en oral, donc une grosse présentation, qui est finalement une méta-analyse de l'ensemble des données obtenues sur les cellules tumorales circulantes, une méta-analyse au niveau individuel, donc avec les datas individuelles des patientes, de plus de 2000 patientes qui ont été traitées prises en charge dans différentes études au niveau international, donc en France, Allemagne, Japon, États-Unis, etc. Toutes les patientes ont eu une détection des cellules tumorales circulantes par la technique Cell Search, qui est la technique la plus robuste actuellement à disposition des cliniciens. Et donc, nous avons pu étudier l'impact pronostic. Concernant la détection des cellules, donc avec un seuil très bas qui est adapté finalement à des maladies localisées, vous voyez qu'on a un seuil de détection à peu près un quart des patients présentent une cellule ou plus, avec finalement un nombre limité de patients, vu que vous voyez que la plupart ont juste 1 ou 2 cellules ou 3 cellules qui se promènent, qui sont détectables en tout cas. Après la chimiothérapie néoadjuvante pour ces patientes, vous voyez qu'il y a une décroissance de la détection des cellules tumorales circulantes. L'association, en fait, avec les caractéristiques à baseline, était, vous voyez ici, donc le T, le N et le sous-type de cellules de cancer du sein en fonction des différents niveaux de cellules détectées. Si on prend le niveau qui va nous intéresser le plus, une cellule, finalement, vous retrouvez une association essentiellement avec la taille de la tumeur, ce qui est assez logique, et notamment les cancers du sein inflammatoire T4D, qui présentent vraiment beaucoup de cellules tumorales circulantes, bien plus que les autres. En enlevant ces cancers T4D, ce qui est assez intéressant, c'est que ces associations observées précédemment, finalement, redeviennent non significatives. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un facteur on va voir que c'est un facteur pronostic, mais c'est d'habitude dans le cancer du sein, quand on sort un facteur pronostic, il va toujours être lié au sous-type, à la prolifération, etc. Et c'est just another prognostic factor qui ne va pas sortir forcément multivarié face au grade, face à la prolifération. Et là, on est quelque chose qui est assez orthogonal, c'est-à-dire que si on enlève ces T4D qui sont très particuliers, dans la majorité des cancers du sein qui vont être pris en charge en situation néoadjuvante, les cellules tumorales circulantes sont très peu associées avec les facteurs pronostiques classiques des cancers du sein traités en situation néoadjuvante. L'association avec la réponse complète histologique, donc à la fin de la chirurgie, pas d'association avec la réponse complète histologique, que ce soit au début de traitement ou à la fin de traitement. Je vous rappelle, la réponse complète histologique est un facteur pronostique majeur en survie pour la survie post-néoadjuvant des patientes traitées. Et donc là encore, on a un facteur dont on va montrer qu'il a des pronostics, mais qui est indépendant de la réponse à la chimiothérapie, ce qui peut avoir un intérêt, encore une fois, complètement orthogonal, et donc un facteur de dissémination métastatique, et non pas lié à la réponse au traitement. Donc ça, c'est des courbes qui ont été générées donc, sur ces grand nombre de patients, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va non seulement rapporter un impact de la détection de ces cellules tumorales circulantes, mais qu'en plus, cet impact va être décrémental, c'est-à-dire que finalement, chaque cellule tumorale qu'on va détecter apporte avec elle un quantum d'informations pronostiques négatives sur le devenir des patientes. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été mis en évidence dans les études précédentes, vu qu'il n'y avait pas le nombre suffisant de patients pour pouvoir détecter ce type d'impact pronostic, c'est classe de cellules en fonction du nombre de cellules. Ça, c'est la survie globale. La survie sans métastase à distance, donc plus d'événements. Donc vous voyez vraiment les courbes qui se séparent très bien par ordre, entre 0, 1 cellule, 2 cellules. La significativité est obtenue à partir de 2 cellules ou plus, mais vous voyez déjà qu'à partir d'une cellule, on commence quand même à avoir une courbe qui se sépare. Intéressant, chose qui n'avait pas été remontrée non plus, c'est qu'a priori, on obtient à peu près ce même type de résultat avec beaucoup moins d'événements, mais en tout cas, c'est aussi valable sur la rechute locale, avec toute cette théorie de recirculation des cellules vers le site d'origine, le self-seeding, etc. Ça sort en multivarié avec des hazard ratios
Vous voyez qu'ils sont assez conséquents, hein, 4,9 de hazard ratio sur la survie globale, c'est quand même un facteur important, mais aussi valable sur la survie sans métastase et la survie sans rechute leucorégionale. Donc surtout ce qui compte, c'est les CTC à baseline, celles prélevées juste avant la chirurgie ont un peu moins d'impact. On a fait des modèles statistiques un peu compliqués, en gros pour montrer que rajouter l'information des cellules tumorales circulantes à un modèle clinico-pathologique optimisé, donc qui prend en compte déjà toutes les informations dont on dispose, c'est-à-dire les informations pronostiques, la réponse à la chimiothérapie, etc., augmente la significativité finalement et la prédiction du devenir des patientes dans des modèles multivariés. Donc vraiment, c'est une information qui est, c'est un facteur pronostic qui est orthogonal, comme on l'a vu, et en plus qui complémente et ne duplique pas les informations qu'on peut avoir avec les autres facteurs pronostiques dans le cancer du sein. Donc ça, c'était les conclusions que je vous ai expliquées tout au long du topo, de la présentation. Et finalement, ça, c'est de la validité clinique, donc on démontre quelque chose, mais à quoi ça va servir? Donc on va probablement proposer des essais d'utilité clinique pour éventuellement adapter des traitements et proposer éventuellement aux patients à risque des traitements en post-néoadjuvant. Donc ça, c'est une application, c'est un gros papier, actuellement en revue dans un très grand journal. On va voir ce que ça donnera. Impact pronostic toujours du ctDNA dans le cancer du sein, localisé toujours en situation néoadjuvante. J'ai choisi quelque chose qui vous montrer, donc je vous ai montré les cancers du sein, les CTC dans les cancers du sein en néoadjuvant, et là c'est ADN tumoral circulant dans les cancers néoadjuvants. Alors là, l'histoire est très différente, l'ADN tumoral circulant c'est beaucoup plus récent, il n'y a pas d'étude internationale, et on est probablement la première étude prospective. Mais vous voyez que le nombre de patients n'est pas 2000, mais beaucoup plus modeste, vu que c'est vraiment le début des investigations sur l'ADN tumoral circulant. Donc ça vient d'être publié en janvier 2017 dans ClinChem, qui a un impact à 7 à peu près. Donc en fait, on s'est intéressé aux cancers du sein aux femmes qui ont un cancer du sein triple négatif, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup de mutations de P53. On a caractérisé dans la tumeur les mutations de P53 par séquençage, et donc parmi les tumeurs pour les tumeurs mutées, pour chacune des tumeurs mutées, on a fait des sondes spécifiques de PCR, donc c'est un travail un peu long parce qu'il faut customiser personnaliser chaque sonde de digital PCR sur chaque tumeur, donc on fait vraiment des tests spécifiques pour chaque patiente, et on doit les valider ensuite sur la tumeur. Donc finalement, on avait 38 patientes pour lesquelles le test qu'on avait mis en digital PCR marchait et était capable de détecter avec une bonne sensibilité une mutation de P53. On a donc regardé à baseline chez ces patientes avant le début de la chimiothérapie néoadjuvante, et on était capable, vous voyez en blanc l'ADN total circulant, et en noir la proportion représentée par l'ADN tumoral circulant. Donc on a détecté au moins une copie chez 75% des patientes qui avaient un cancer du sein triple négatif avant le début de la chimiothérapie. C'était corrélé avec le stade tumoral et de manière intéressante la prolifération. Plus ça prolifère, plus il y a de nécrose, et plus il y a de nécrose, plus il y a d'ADN tumoral circulant. L'évolution en cours du traitement, donc à baseline, après un cycle de chimiothérapie néoadjuvante, avant la chirurgie, après la chirurgie. Ça, c'est l'ADN total circulant, la quantité totale d'ADN, et vous voyez qu'elle augmente. C'est normal, c'est la chimiothérapie que l'on donne aux patientes, est toxique notamment pour les cellules de la moelle osseuse, qui sont le principal contributeur de l'ADN total circulant. Et donc les cellules finalement meurent et relarguent leur ADN, la quantité totale d'ADN augmente, c'est une échelle logarithmique. L'ADN tumoral circulant, par contre, vous voyez juste après un cycle de chimiothérapie, alors que 75% des patientes avaient de l'ADN tumoral circulant détectable à baseline, la très grande majorité, en fait, devient non détectable. Quelques patientes restent néanmoins détectables après un cycle de chimiothérapie, et après juste une patiente avant la chirurgie, et 0 après la chirurgie, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas la maladie résiduelle chez ces patientes-là. Dans le suivi à baseline, la détection d'ADN tumoral circulant n'est pas associée avec un impact pronostique sur la survie sans récidive. Par contre, la persistance, les quelques patientes qui avaient de l'ADN tumoral circulant, qui étaient toujours détectables après un cycle de traitement, c'est chez ces patientes-là qu'on a observé toutes les rechutes et les décès jusqu'à présent. Donc un impact, vous voyez, très peu de patientes, mais a priori un impact prometteur. Donc c'est vraiment le début, on est dans les débuts de la démonstration de la validité clinique, il faudra bien sûr d'autres études et continuer. Je vais terminer troisième étude sur, j'abandonne le cancer du sein, cancer du colorectal métastatique, avec j'ai choisi, comme c'était Académie de chirurgie, donc une étude qui a été présentée, que j'ai présentée en oral à l'ESMO en septembre,
et qui concerne les cancers du colorecto métastatique opérable. Alors en fait, c'était c'est une étude ancillaire à l'étude de phase 2 Prodige 14 accord 21 qui a été coordonnée en France par Marc Quichou à Montpellier et qui s'intéressait aux patients qui avaient des métastases hépatiques considérées comme potentiellement opérables et qui allaient commencer une première ligne de chimiothérapie. L'objectif est un objectif d'oncologie médicale, finalement, c'est-à-dire, est-on capable, en utilisant les triplés de chimiothérapie, d'avoir un taux de résection R0, R1 des métastases hépatiques plus important qu'en utilisant les doublés classiques de chimiothérapie, FOLFOX ou FOLFIRI. C'est l'objectif principal de l'étude. Tous les patients recevaient une thérapie ciblée en fonction de leur statut CARAS. Et donc, on connaissait le statut CARAS chez tout le monde, ce qui était intéressant pour l'ADN tumoral circulant. Et il faut bien voir que seulement les patients qui avaient une bonne réponse tumorale ont été adressés au chirurgien digestif pour la résection des métastases hépatiques qui étaient initialement considérées comme non résécables, mais potentiellement résécables en cas de bonne réponse tumorale. Donc dans cette étude, il y a eu 256 patients. L'année dernière, à l'ASCO, il y a eu donc, le poster sur les résultats de cette étude et qui montrait, c'est un IRMIS, c'est-à-dire que c'est presque significatif, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que la trichimiothérapie, avec, vous voyez ici, un taux de résection R0, R1 des métastases hépatiques un peu supérieur, mais qui n'atteignait pas la significativité statistique. Par contre, ils étaient significatifs sur la survie globale dans le groupe trichimiothérapie. Dans le cadre de cette étude, donc, l'équipe de Curie, on a réussi à être impliqué dès le début dans la conception de cette étude, et c'est important d'être impliqué de manière précoce. Et finalement, on a pu avoir des collections des biomarqueurs tumoraux circulants à 3 points, à l'inclusion avant le début du traitement, après 1 mois de chimiothérapie, et si le patient était adressé pour une chirurgie hépatique, donc un prélèvement avant la chirurgie hépatique. On analysait les CTC par système cell search et l'ADN tumoral circulant par une technique vraiment classique de digital PCR, en s'intéressant surtout aux mutations de CARAS, vu qu'on connaissait le statut CARAS chez ces patients à l'inclusion dans l'étude. Les résultats de l'étude, 153 patients, et vous voyez qu'ils avaient tous des métastases hépatiques non résécables, dont certains avaient quand même un envahissement du foie assez conséquent, ma foi. La plupart, en fait, c'est un essai qui a beaucoup inclus de patients qui avaient une atteinte synchrone de leur cancer colorectal. Donc vous voyez pour les cellules tumorales circulantes, à l'inclusion en fonction du seuil à 3 cellules, qui est le seuil pronostic reconnu, ou à 1 cellule, qui est donc le seuil minimal de détection, à l'inclusion. Après juste 1 mois de chimiothérapie, vous voyez que les taux de cellules s'effondrent, ce qui est connu. Si la tumeur répond, les taux de cellules diminuent. Et vous voyez que chez les quelques patients adressés à la chirurgie hépatique, après une bonne réponse, finalement, on ne détecte plus du tout de patient qui est au-dessus du seuil fatidique de 3 cellules avec un impact pronostique. Donc ça décroît, mais finalement, 7% de 57 patients, vous voyez que c'est quand même pas beaucoup. Donc les CTC, en termes de fréquence de détection, c'est peut-être pas optimal. L'association avec l'objectif principal de l'étude, à baseline, rapidement, pas d'impact de la détection des CTC sur le fait que les patients aient ou non plus tard une résection R0, R1 de leur métastase hépatique. À 4 semaines, ça frôle la significativité statistique, mais vous voyez qu'en fait, c'est sur un nombre très faible de patients. Donc, encore une fois, c'est une validité, mais probablement pas forcément beaucoup d'utilité derrière. Concernant la survie globale, les courbes sont un peu anamorphosées, je suis désolé. À l'inclusion, un impact pronostic qui est retrouvé, qui était déjà connu et qui est retrouvé. Et encore pire, les quelques patients qui ont des CTC toujours élevés après 1 mois de chimiothérapie, ceux-là vont aller très mal. Donc, encore une fois, c'est valide, mais faut-il faire un test à 108 patients pour en détecter 3 ? Peut-être pas. Si on passe à l'ADN tumoral circulant, donc la deuxième et dernière partie de l'étude, il y a plusieurs points. Premier point est le plus intéressant, c'est l'approche de biopsie liquide. Est-on capable de détecter les mutations de CARAS chez les patients dans le sang ? Ils viennent d'être diagnostiqués, donc on avait CARAS sur la tumeur d'après les techniques de routine, le Sanger classique que tout le monde fait, et finalement on l'a comparé à notre détection en digital PCR, qui est une technique très sensible dans le sang. Donc vous voyez que dans les CARAS mutés, on a retrouvé mutés dans le sang
91%, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité de 91% par rapport à ce que nous dit la tumeur. Et il y a quand même 9% de patients qui n'ont pas été détectés comme mutés d'après cette technique de biopsie liquide. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans les caras considérés comme wild type, on en avait soit 92% qui étaient effectivement retrouvés wild type par la biopsie liquide, par la digital PCR dans le sang, mais on avait quand même 6 patients qui avaient des mutants caras circulants dans le sang. Et en fait, quand on a regardé le nombre de mutations caras circulantes, il y en avait plus de 150 copies par millilitre de plasma mutées. Et en fait, c'est très au-dessus du bruit de fond de la technique. Donc ces patients, on est absolument certains qu'il y avait du caras circulant, que leur cancer était probablement muté caras, qui n'a pas été retrouvé par l'analyse standard. Donc si on oublie ces raisons-là, si on prend juste ces chiffres, ça nous fait quand même une validité globale de plus de 90% de la technique de biopsie liquide, avec un rendu de résultat en 48 heures par rapport à un rendu de résultat horriblement long, d'habitude sur les plateformes avec la biopsie solide. En cours de traitement, vous voyez que finalement l'ADN tumoral circulant va disparaître. Chez les patients qui sont caras mutés, vous voyez que le taux de détection va vraiment disparaître, et notamment chez les patients qui sont référés à la chirurgie après une bonne réponse. La tumeur a répondu, les métastases sont toujours là, mais comme le patient a répondu, l'ADN tumoral circulant n'est plus détectable, en tout cas passe en dessous du seuil de détection. Concernant l'objectif principal de l'étude, à baseline, on est marginalement associé avec la résection R0R1, et par contre, chez les patients qui ont toujours de l'ADN tumoral circulant après 1 mois de chimiothérapie, vous voyez que pour le coup, ces patients vraisemblablement ne seront pas adressés à la chirurgie. Et donc c'est quand même une information qu'on a juste après 1 mois de chimiothérapie et qui peut éventuellement plus tard faire l'objet d'études pour savoir si ça ne permettrait pas par exemple de décroître l'intensité du traitement. C'est quand même des patients qui vont recevoir des chimiothérapies très lourdes de type FOLFIRINOX juste dans le but d'arriver à cette résection chirurgicale. Si on voit qu'on ne peut pas y aller, peut-être qu'il faut lever le pied sur l'intensité de ces chimiothérapies. En termes d'impact pronostic, à l'inclusion, ce n'est pas significatif du fait d'un faible nombre de patients détectés. Néanmoins, les patients qui n'avaient pas d'ADN tumoral circulant ont une survie qui était excellente, survie globale. En cours de traitement à 4 semaines, non. Et ce qui peut être intéressant, c'est finalement les patients, encore une fois, désolé, c'est très anamorphosé, ça devrait être un peu tiré dans l'autre sens. Vous voyez que les quelques patients qui avaient de l'ADN tumoral circulant détectés chez les patients qui étaient adressés pour la chirurgie de résection et qui ont eu une résection R0R1, finalement, vous voyez que tous ces patients vont mourir dans les 12 à 18 mois qui suivent la chirurgie. Et donc, probablement, on pourrait imaginer que ces patients-là, si on détecte toujours de l'ADN tumoral circulant avant la chirurgie, il faudrait peut-être faire plus de chimio ou essayer de faire quelque chose d'autre, parce que, visiblement, la survie globale post-chirurgie va être tout à fait détestable. En conclusion, rapidement, les CTC, c'est pronostic, mais c'est rare dans cette situation de maladie métastatique limitée, donc finalement une utilité clinique difficile à envisager. L'ADN tumoral circulant, on a une concordance qui est quand même très bonne entre la biopsie liquide et la biopsie solide. Donc il y a beaucoup d'efforts pour aller, notamment de l'équipe de Pierre-Laurent Pic, pour aller pousser vers l'utilisation de la biopsie liquide pour réduire les délais et mieux connaître le statut caras de nos patients avant le début des traitements systémiques. Et les changements de l'ADN tumoral circulant, donc c'est prometteur. Pour l'instant, c'est les premières études, il en faudra d'autres pour confirmer ça, et ensuite passer à des études d'utilité clinique où les patients pourront avoir le management modifié en fonction de l'ADN tumoral circulant. Mais après donc 1 mois de chimio, ça peut prédire éventuellement ce que le patient aura sa résection, et juste avant la chirurgie des métastases, il ne faut peut-être pas aller opérer ceux qui ont encore de l'ADN tumoral circulant détectable. En conclusion, si vous êtes intéressé, il y a des revues par notre équipe et par d'autres qui vous expliquent. Je vous ai montré certains des résultats d'études récents, mais après on peut décliner ça en prostate, poumon, etc. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits par beaucoup d'équipes dans le monde, donc avec des niveaux de preuve, et je pense que c'est important de raisonner à chaque fois en niveau de preuve de validité clinique et niveau de preuve d'utilité clinique avec ce type de biomarqueur. Je vous remercie. Cher ami, merci beaucoup pour cette remarquable conférence.